Allez, bonjour à tous, et voici cette nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci Mad Max. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Parce qu'on va ici prochainement sort le Mad Max Furiosa, qui est la suite de Fury Road. Qui est la préquelle de Fury Road en gros, puisque ça revient sur les origines de Furiosa, joué par Charlize Theron et qui ici est joué par... I want them back. Donc voilà, Mad Max, c'est l'occasion de revenir sur Mad Max 1, qui est réalisé aussi toujours par George Miller. J'allais dire Gérard Miller, c'est pas pareil. Et voilà, prix spécial du jury, Festival d'Avoriaz, une claque. Because when Max gets mad, he gets even. American International presents Mad Max. On peut revenir en arrière quand même, parce que ça fait partie des films cultes du cinéma australien. Et donc George Miller, d'origine grecque, né en 1945, qui était quand même pas destiné spécialement pour le cinéma, parce qu'il a dû faire un choix entre la médecine ou le cinéma, mais c'est une rencontre décisive qui va tout changer. Celle avec Byron Kennedy lors d'un atelier de cinéma, ça me rappelle quelque chose. Kenny, ce bon vieux Kenny. Kenny, oui. Kenny, le patron, oui. Kenny, le patron, il nettoie les cabinets. Donnez-nous 2 os. Oui, 2 os, comme à Anvers. Mais on n'a pas produit Mad Max, évidemment. Pas encore. Et donc, début des années 70, comme je l'ai dit, le cinéma australien est en une sorte de renaissance grâce au financement de la télévision. Et donc, consciemment, oui ou non, quelques films vont quand même influencer Mad Max, de près ou de loin, notamment Réveil de la Terreur avec Donald Pleasence. Magnifique, ta cote est très décevante. Non, j'ai mis 13. Moi, ça m'a pas, je veux dire... Tu te rends compte qu'au moment où le film, parce qu'il a été longtemps invisible, donc c'est un film Ted Kotcheff, celui qui a fait Rambo. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Et qui n'est pas australien du tout d'ailleurs à la base. Et donc dans la salle à Cannes, quand le film a été redécouvert et qu'il est ressorti, ou je ne sais plus, avec un peu de retard, je ne sais plus exactement, il y avait... au moment de la diffusion, je crois qu'il y avait Ted Kotcheff qui était à l'avant, et à l'arrière, il entendait quelqu'un qui n'était pas encore au sommet de son art, mais qui était en train de dire « c'est pas possible ». The voice kept saying, Wow. Wow. What a scene. he's going all the way. Oh my God, it's so great. Brilliant, he went all the way. I said, that's him. They said, oh yeah. He's a young American director. He only made one film, it flopped. He said, he'd be of interest to you, Ted. I said, well, I'd like to know his name. He said, well, it wouldn't mean anything to you. What do you want to know his name for? Just give me his name. So the other guy said, I remember, it was Martin Scorsese. Wake in Fright est un de ces films que Scorsese adore, et c'est vrai que ça va très loin ce film, hein, parce que ça va jusqu'à Donald Pleasence qui sodomise le mec, quoi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, Donald Pleasence va jusqu'à violer le mec quand même. Hein, oui, je sais, mais non, mais c'est un bon film, hein, c'est pas... Mais voilà, je veux dire, et au niveau biture et au niveau alcoolisme, il y a beaucoup de longueur, mais il y a des scènes très marquantes, ça je le reconnais. La chasse, le combat avec les kangourous, putain... Enfin, ça, c'est ça qui m'a dérangé, en fait. Ah ouais. Ça m'a vraiment dérangé. Ouais. Mais bon, à la fin du film, ils disent quand même que... Enfin, je crois qu'ils ont dérouillé. Ça m'a pas spécialement rassuré, parce qu'ils ont dit que ce sont des images pas faites par les acteurs, mais par des vrais chasseurs. Mais enfin, bref. Donc, franchement, je crois que c'est ça aussi. Pourtant, je suis très tolérant, tu le sais très bien. Mais bon. Mais je peux pas dire, c'est un très bon film. Excellent. Mais moi, la note, c'est un peu basse. C'est notamment à cause de cette scène qui m'a quand même dérangé. C'est trop bon. Perfectibility. Progress. A vanity spawned by fear. A vanity spawned by fear.
Sinon, il y a aussi Walkabout de Nicolas Roeg, un autre film très méconnu, mais peut-être un... Et attends, Nicolas Roeg, on avait fait une vidéo sur lui d'ailleurs, puisqu'on avait fait on était revenu sur le film Performance qu'il avait réalisé avec Donald Cammell. Oui, donc on a oui, déjà oui. fait une vidéo, si vous voulez voir, c'est ici. On peut encore revenir avec Jean-Pierre Dionnet qui a connu Nicolas Roeg, qui en parle ici. On vous laisse avec lui. C'est un moment extraordinaire, c'est l'époque où on fait le film qui me fait le plus peur au monde, qui s'appelle Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, avec ce couple et Donald Sutherland à Venise, et ce bébé qui meurt au début. Waouh! Et après il fait Eureka, qui commence par son suicide. Ah! Et moi j'ai bien connu Nicolas Roeg, on s'entendait bien. Il était fou et il buvait trop. Ça, c'est dommage. Alors, un autre film qui a fortement influencé Mad Max, qui est évidemment pas très connu et très difficile à obtenir, surtout en français, ça s'appelle Stone. Donc, c'est un film d'affrontement entre gangs de bikers, avec notamment déjà Hugh Case Byrne, qui jouera dans Mad Max 1 et notamment aussi Immortal Joe dans Fury Road. And when you're on a bike, I mean a big bike, you've got all power, man. Et il y a notamment aussi un personnage dans ce film qui s'appelle Bad Max. Donc tu vois, il y a déjà quelques similitudes. Encore d'autres films comme Les voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir. L'homme de Hong Kong, qui n'est pas un grand film, mais qui est aussi notamment avec George Lazenby et encore une fois Hugh Case Byrne. C'est un film que même Tarantino classe parmi ses favoris. Ouais, il a parfois mauvais goût. Il vous intéresse, Tarantino? Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ouais, mais bon, ce film-là, un autre film que j'ai bien aimé de la période australienne, c'est Mad Dogs Morgan, avec Dennis Hooper, une sorte de Ned Kelly. Ça se passe au début de la colonisation australienne. Long Weekend, qui est un de mes préférés. Excellent. Donc, l'histoire. Mais ça n'a rien à voir avec Mad Max. Par contre, ceux qui veulent le retrouver non, c'est vraiment l'émergence de ce cinéma-là. L'émergence du cinéma australien, donc qui de près ou de loin. La Oz, qui porte un nom, c'est la Oz Exploitation. Ouais, tout à fait. Et donc, Long Weekend, qui est une histoire d'un couple en crise partant donc lors d'un week-end, et des événements étranges vont se passer, notamment la nature qui va se venger contre l'homme. Il y a eu un remake qui est vachement moins bon, mais qu'on vous conseille moins, mais celui-là est exceptionnel, quoi, vraiment. Et donc, Byron Kennedy et George Miller vont commencer à travailler ensemble sur des documentaires, notamment sur un théâtre hanté. Et c'est après cela que les premières prémices du futur Mad Max vont commencer. Au départ, c'était censé être un documentaire qui dénonçait le non-respect du code moral de la vitesse débouchant sur la mort. Ouais, parce qu'il était chirurgien aussi, voilà. Et donc il a vu les dégâts provoqués par les bagnoles sur la route. George, tell us about your formation. You were meant to be a doctor, no? Yes, I finished, when I finished at medical school, I had about 3 months before I was to work in a hospital, and so, and by chance I happened to go to a 1-month film workshop where I met my partner, Byron Kennedy, and we started making experimental films then. La culture pour la voiture en Australie s'est développée dans les années 60 et au début des années 70, c'est vraiment devenu une notion de liberté, d'espace, de vitesse, et jusqu'aux pulsions suicidaires. Et donc à la sortie de Mad Max, les gens commencent à prendre conscience du danger de la route et commencent à émerger les efforts de prévention pour les accidents, quoi. Max is a cop, one of the best. Mais au départ, il faut savoir que le personnage était différent. Ça devait être un journaliste radio qui poursuivait la police lors des accidents de la route. Un peu comme Night Call, je ne sais pas si tu l'as vu, avec Jake Gyllenhaal. Ouais, bien sûr, qui est pas mal. Et donc, grâce à des investisseurs indépendants, ils vont pouvoir trouver des fonds et peu à peu, le film va commencer à se mettre en place. Donc maintenant, il faut trouver Mad Max.
Et donc, au départ, ils avaient même envisagé un acteur adolescent. Évidemment, ça aurait beaucoup modifié l'approche du personnage, mais ensuite, naïvement, ils vont aller aux États-Unis en espérant trouver un acteur américain, mais économiquement, ils vont vite comprendre que c'est pas possible, quoi. Et c'est à ce moment-là que Miller, malheureusement, il va commencer à perdre espoir et il va se tourner vers les étudiants de l'ANIDA. Et c'est là qu'arrive Mel Gibson. Pour les connaisseurs, évidemment, ceux qui connaissent le magazine Métal Hurlant, ils savent très bien que ça n'est pas anodin. Quand on voit l'affiche, tout ça, on a un peu l'impression de voir une pochette de Métal Hurlant. Il faut savoir donc que, comme l'a dit Dionnet, donc, Brian Kennedy est arrivé chez Dionnet pour lui dire « On aimerait bien vous donner 10% sur le film à condition que vous nous donniez le titre Métal Hurlant ». Ce jour-là, arrive un type qui est habillé comme Crocodile Dundee, avec le chapeau de brousse, les bottes comme ça, le short qui arrive là, le gros ceinturon. Il dit « Je m'appelle Byron Kennedy, je suis australien. Mick Dundee, je viens d'Australie. Ça flotte? Et je vais produire un film d'un médecin urgentiste qui va faire son premier long-métrage. » Alors j'ai dit « Oui, mais est-ce qu'il a fait du court-métrage ?» Il me dit « Non, jamais, mais il saura faire un film. » Il dit « Je vais l'appeler Métal Hurlant. Et en échange, on vous donne 10% des recettes du film. » Et je me suis dit, c'est le fou du lundi. Alors j'ai dit, écoutez, c'est très intéressant, laissez-moi votre contact et je reviens sur vous. Et je ne suis pas revenu sur lui et il a dit à son collègue George Miller, on va garder l'éclair, mais on va l'appeler Mad Max. Voilà. Comme quoi on peut faire des bêtises des fois. Mad Max. Et donc, le tournage va commencer, mais il va être assez compliqué, parce que Miller va devoir déjà changer son planning lors du premier jour, car le cascadeur Grant et l'actrice Rosie Bailey vont avoir un grave accident. D'ailleurs, elle ne pourra pas participer au film, parce qu'elle sera blessée. Et il y aura beaucoup de tensions sur le tournage, des problèmes liés à la logistique, l'inexpérience aussi du membre de l'équipe, puisque comme c'était un film vraiment à petit budget, 400 000 $, c'était beaucoup de gens qui travaillaient à la télévision, et ça va causer des problèmes avec Miller qui avait une autre vision du film, et sans oublier aussi les risques inconsidérés avec les voitures, les cascades, et donc voilà. Mais pour moi, cette trilogie, elle me fait penser un peu à Evil Dead, parce qu'il y a un côté dans l'évolution de la trilogie, c'est qu'on a un petit film un peu fauché qui essaye d'en mettre plein la vue, on a le deuxième qui commence à devenir ce qu'il va devenir, et le troisième, il devient un peu mythologie, tu vois, un peu un truc bizarre, où tout devient, ça devient un sauveur, un prophète, quoi. Comme le 3, quoi, tu vois, comme le Evil Dead 3. Now, let's talk about how I get back home. En faisant vraiment la route avec ses motards, alors que les autres... Attends, excusez-moi, je suis un peu essoufflé en fait. Parce que j'ai chaud avec cette veste. Tout ça, tu mets pas. Hein. Je commencerai par... je suis chaud avec cette veste. Donc, on va parler, pour finir pour le 1, on va parler de la sortie qui sera vraiment un succès de fou. 5 millions de $ de recettes, donc pour un film qui a coûté 400 000, c'est pas mal. Donc ça sera un record national, malgré des mauvaises critiques dans le pays. Ça n'est jamais bien critiqué ce genre de film. Il y aura un papier qui va même citer le film comme dangereuse pornographie de la mort. Qui est logique à l'époque. Et donc, suite au succès, Warner et Universal vont s'associer pour la distribution à l'étranger. Ce sera également un succès incroyable, surtout au Japon aussi. Mais un succès un peu plus mitigé quand même aux États-Unis, où les acteurs ont été doublés avec des autres voix, parce qu'avec des accents australiens, ça convenait pas, bref. Et le film va quand même recevoir 3 récompenses. Meilleur montage, enfin aux Oscars, je sais pas comment on appelle ça en Australie, mais l'équivalent des Oscars en Australie, il va recevoir 3 récompenses. Meilleur montage, bande son, musique originale, notamment de Brian May qui n'a rien à voir avec Queen,
Et Mel Gibson va recevoir le prix du meilleur acteur, mais pas pour Mad Max, pour Teen. Le film, donc, comme Stéphane l'a dit au début, recevra aussi en 1980 le prix spécial du jury d'Avoriaz, comme c'est indiqué sur l'affiche. Mais malgré cela, Miller ne sera pas satisfait de son Mad Max, qu'il trouvait trop éloigné et de l'idée qu'il avait au départ. Et ce n'est que partie remise, mais ça sera pour la suite. Pray that he's still out there. Somewhere. Mad Max 2. Hey, Mad Max 2! On est au 2e épisode, excellent. Le Mad Max 2, le Mad Max qui ressemble de plus en plus à ce que doit être Mad Max, de plus en plus métal hurlant d'ailleurs. Oui, le logo est assez proche évidemment. Eh oui. Et je crois que dans le 2e Mad Max, il a fait carrément un petit clin d'œil. Alors après, il a fait un clin d'œil dans le 2e, après il m'a invité sur le 3e. Oui, tout à fait. Surtout qu'au début, il ne voulait pas le faire. Donc, comme je l'ai dit à la fin du 1, il ne voulait surtout pas revivre un tournage éprouvant comme il avait connu lors du premier. Mais il se laissera quand même convaincre quand il verra les moyens qu'on va lui donner pour faire une suite à son premier. Donc, le budget sera de 4 millions de dollars. Hein, c'est 10 fois plus que le premier. Et dans Mad Max 2... Avec des méchants beaucoup plus iconiques. I'm gravely disappointed that you wish to take the gasoline out of the wasteland. Et donc dans Mad Max 2, il ne reste plus que la survie pour la lutte de l'essence. C'est ce qui rend le film un peu plus barbare. Le climat ici est vraiment post-apocalyptique, alors que le premier était un peu futuriste, mais très légèrement. Et donc le monde a été détruit par la guerre, et donc il n'y a plus de civilisation. This is a land that prays for a hero. Well, if anyone's gonna get in there, it's gonna be you. This is Mad Max 2. Et après une balade avec le scénariste Terry Ice, c'est en découvrant une usine psychochimique qu'ils ont trouvé l'idée que le thème principal de ce 2 sera le carburant. Et c'est à partir de là que, comme Stéphane l'a dit, que Mad Max va devenir petit à petit une figure mythologique, mais c'est surtout grâce à une rencontre avec Joseph Campbell, qui est un grand mythologue américain, et qui est aussi l'une des inspirations de George Lucas pour Star Wars. Max. It's a long time since I've seen driving like that, man. The warrior of the road. Et donc dans cette suite, Mad Max n'est plus un flic. Cette fois-ci, c'est lui qui va être poursuivi et il va intégrer une communauté et sans le savoir, il va bouleverser leur destin. Et l'enjeu central, donc, ça sera le carburant. You wanna get out of here? You talk to me. Impossible de ne pas mentionner Graham Grace Walker, le producteur-designer, qui a largement contribué aussi à l'esthétisme du film, comme Métal Hurlant. Et il a notamment travaillé aussi dans Picnic à Hanging Park, Crocodile Dundee que t'adores. Ça, c'est un couteau fixe. Calme Blanc, et plus récemment aussi la série Walking Dead. Oh non, Alors les comparaisons, Max est certainement l'un des films les plus connus en représentant le monde post-apocalyptique, mais ce n'est pas vraiment le premier film qui a parlé de ça. Avant ça, il y a eu des films comme New York ne répond plus, avec Yul Brynner et Max von Sydow, où là on mentionne aussi le manque d'essence, les épidémies, et même si vraiment le film n'a rien à voir avec Mad Max, ou sinon il y a aussi les survivants de la fin du monde, où là aussi le film débute après la Troisième Guerre mondiale, qui aura duré que quelques minutes après une attaque nucléaire. Là aussi, 3 hommes, une femme et un gamin devront survivre dans un environnement désertique. Avec le mec que j'ai découvert dans Watchmen d'ailleurs, c'est... Jackie Earle Haley, qui était un enfant vedette et qui a disparu et puis qui est revenu avec Watchmen dans le rôle de Rorschach. Ouais, tout à fait. Incroyable acteur. Et il a joué en Little Children avec Kate Winslet, c'est un de ses meilleurs rôles. Et c'est aussi dans le 2 que l'on voit Mad Max avec un chien errant. Et là, ça me rappelle un film. Ouais.
A Boy and His Dog. Qui est pour moi, bon, je vais le dire tout de suite, Mad Max, il y a trop de bagnoles pour moi, ça me fait vite chier. C'est pour ça que j'aime pas les Fast and Furious, les machins. Dès qu'il y a des bagnoles, je m'emmerde. Et le principe de Mad Max, c'est les bagnoles quand même. Et Boy and His Dog, c'est un peu vraiment le début de Mad Max, hein, parce que c'est en gros, sauf que c'est plus vicieux. Ah oui. C'est un film, alors on va dire, mais Mad Max, c'est hyper violent, c'est vicieux. Ouais, mais là, si vous voyez Boy and His Dog, c'est quand même des mecs qui sont, après 3e guerre mondiale aussi, ou je sais plus quoi, et Don Johnson, c'est ça, Don Johnson, avant Miami Vice, tout ce qu'il veut, c'est violer des nanas. Ouais, c'est le but du film, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mecs, et en fait, et le chien est télépathe, et en gros, ces gens-là, ces mecs, c'est une critique aussi, hein, des mecs qui ont des rapports dominants, machin et tout, et eux, ils veulent, pour eux, les femmes, c'est que du bétail, donc ils se disent, allez, il faut la voir, et à un moment, il y en a une troupe de connards qui violent une femme, et lui, il arrive par derrière, et en fait, ils l'ont tuée après l'avoir violée, et il la regarde, et il fait, quel gâchis, quoi. Genre, elle aurait pu encore servir, tu vois. Et c'est un film génial. Pour le résumé, je vous laisse avec Jean-Pierre Dionnet, qui va vous faire le résumé bien mieux que moi. Il a un chien télépathe qui parle tout le temps, et il va rencontrer une jeune femme de bonne famille, mais une famille souterraine un peu religieuse et tout, et ils vont partir à 3 en balade. Et à un moment, cette jeune femme va lui dire, tu dois choisir entre moi et ton chien. Je vous laisse voir le film, je vous laisse lire le livre, je vous laisse lire la bande dessinée de Corben qui reparaîtra un de ces jours. Try to get back as quick as I can. Will you wait? For a while, then over the hill. I'll miss you, Pig. I'll really miss you. L.Q. Jones, A Boy and His Dog. Et il va vous expliquer aussi comment parce que là je me dis, l'influence pour Mad Max c'est ce film, sauf que Harlan Ellison, l'auteur de ce film, a été édité par les Humanoïdes Associés, qui était la boîte d'édition de Métal Hurlant, donc tout se recoupe, quoi. Hein. A Boy and His Dog. Un gars et son chien. Ouais. L'Apocalypse 2024. Oui, d'un acteur de Peckinpah. Ouais, L.Q. Jones, ouais. Voilà. Et Harlan Ellison, j'ai publié en France aux Humanoïdes Associés avec Métal Hurlant. Il était invivable. C'était un génie. Mais il était insupportable. C'est-à-dire que, je me souviens, un jour, on était à Metz avec Philippe Cadic. Et il y avait tout le monde, ça allait là. C'était des débuts des science-fiction, donc il y avait Asimov, Silverberg, Dick, Simak, tout le monde était là. Et au moment où Dick faisait une conférence, parce qu'il était plus connu en France que lui, il m'a convoqué. Comme ça, j'ai raté la conférence pour me dire que si ces livres ne marchaient pas en France, c'était ma faute. Bon, je suis désolé, ces livres ne marchaient pas en France parce qu'ils ne marchaient pas en France. J'avais sorti en même temps dans la même collection Bukowski, ça a marché. J'avais sorti Yves Adrien, qui était un Français, ça avait marché. J'avais sorti du Selby, ça avait marché. Ellison, ça n'a pas marché. Quand il faisait Dangereuse Vision, ses anthologies et tout, la 3e, elle paraît là, donc 30 ans après sa mort. Mais moi, je suis allé une fois à Ellison Wonderland, qui était sa gigantesque villa, j'ai eu peur. Parce que c'était une gigantesque maison, et au milieu de la maison, il y avait une toute petite maison, et c'était là qu'il gardait enfermée sa secrétaire. Pour que s'il avait une idée, elle puisse l'aider dans la seconde. Alors bon, à un moment, ça va. Alors bon, c'était un ancien baron de Brooklyn, comme disait. Il dit, j'étais presque un tueur. Ça n'a jamais été un tueur. Je vais à Los Angeles, on me dit, Harlan vous cherche, me disent les gars qui font Love and Rockets. Je dis, vous dites à Harlan que je suis au Château Marmont, chambre 21. Et il n'est jamais venu, Harlan. Mais c'est des jolis souvenirs. Et Un gars et son chien, c'était un film vraiment barré, qui n'avait pas le budget nécessaire, mais c'était une idée magnifique. En fait, on vivait dans le même univers, c'est-à-dire un univers où on avait connu la grande science-fiction classique et on avait envie de la bousiller. Et je trouvais aussi l'adaptation de Corben, qui n'est pas ressortie en France en bande dessinée, était vachement bien. Et donc, pour terminer, à la sortie, ce sera de nouveau un triomphe aux États-Unis, en Australie. Il rapportera beaucoup d'argent aussi, cette fois-ci, comme le premier aux États-Unis, mais il n'arrivera pas à abattre le phénomène E.T., parce que là, c'est l'année E.T. Mais il fera aussi bien que des films comme Blade Runner ou Tron ou Conan le Barbare. Blade Runner, wow.
tu viens de citer que des films qui ont un point commun avec Métal Hurlant, c'est dingue. Ouais. C'est la mode. Tron, Mobius a travaillé dessus, sur la conception des trucs, enfin voilà, hallucinant. Et Alien, j'en parle pas, il y a Dan O'Bannon qui vient de Métal Hurlant, et il y a Mobius qui est dessus aussi, sur Alien. But because I'd been just discovering science fiction, if you like, at that point, mainly through the hands of Mobius, right, and all those heavy metal comics. Mad Max, Beyond Thunderdome. Donc de nouveau, hein, tu m'introduis profondément. Écarte-toi. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Tina Turner? Elle joue dans Mad Max 3. And their deadliest enemies emerged from the flames. Et c'est ce que je disais dans le premier épisode. Là, on est vraiment, pour moi, dans Evil Dead 3, on est un peu dans le côté un peu plus... Ça devient un prophète, quoi, hein, Mel Gibson. Ça devient un mec qu'on suit, les enfants, les trucs. On est un peu dans Hook de Spielberg, j'exagère. On n'a pas le côté... Tu parles de Spielberg, mais justement, après le succès de Mad Max 2, Miller va accepter une proposition de Spielberg oui, pour son adaptation. Ouais, tout à fait. Qui est pas la meilleure parce qu'il reprend un épisode, elle est très bien, mais c'est déjà un épisode qui a déjà été vu, alors avec que les William autres... Shatner même. Ah ouais. Alors que les autres du film, je crois que c'est des histoires originales, il me semble. Il n'y a que celle-là qui est un remake. Oui, tout à fait, ça j'avais lu ça aussi. Dommage, mais bon. Mais il va quand même garder un bon souvenir de cette collaboration, malgré la tragédie qui va arriver sur le tournage. C'est pas sur le sien, non, c'est sur celui de John Landis. A helicopter carrying a camera crew crashed right in the middle of the action, killing actor Vic Morrow and 2 young children in the scene. C'est l'histoire de, j'oublie son nom, bordel, qui a joué Elvis. Vic Morrow, qui s'est fait décapiter par une pale d'hélicoptère parce qu'il y avait des sécurités qui n'avaient pas été prises. Et en plus, il avait les 2 gamins dans les bras en train de courir. L'hélicoptère se crache et décapite tout le monde. Procès et la merde, et voilà. Et là, drame, George Miller sera aussi confronté à une tragédie, aussi avec un hélicoptère. Son meilleur ami, Byron Kennedy, va se cracher en hélicoptère. C'est à ça que je dis que le film Mad Max 3 n'aurait peut-être pas pu se faire, parce qu'à ce moment-là, Miller va s'immerger dans 2 séries australiennes. Donc il n'a vraiment pas l'intention de refaire un 3e Mad Max. Mais c'est de nouveau son ami scénariste, Terry Ayers, qui va imaginer un Max devenant le guide d'une tribu d'enfants. Now, Mad Max is back in Beyond Thunderdome. Un sujet qui va intéresser Miller et la Warner, qui vont décider de faire de ce Mad Max, ça sera notre Indiana Jones. Et donc Miller va co-signer le film. Il ne va pas le réaliser tout seul, il va le réaliser avec George Ogilvy. Donc, qui est un artiste, c'est un artiste de théâtre qui a notamment travaillé. C'est une co-réalisation, ce truc. Il a révélé Russell Crowe dans The Crossing en 90. Et il a Russell Crowe ou Russell Crowe? Crowe. C'est un autre mec, Russell Crowe. Hein. The Crossing, a journey to the very end of innocence. Et il a aussi dirigé Mel Gibson sur la pièce de théâtre d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur. Et donc l'histoire de Mad Max 3 débute plusieurs années après le 2. Et la musique, on gagne en budget aussi. Oui, là, ils ont plus pris le fameux Brian May et ils ont changé. Maurice Jarre, qui est quand même compositeur hallucinant. Ah oui. Et donc, le film commence plusieurs années après. Les routes, ça n'existe plus. Il n'y a plus que le désert. Il n'y a plus de carburant, ou très peu. Donc ils sont obligés, on voit Max au début du film même se faire tracter sa voiture qui ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus d'essence par des dromadaires. Et comme dans Mad Max 2, il accepte de passer un marché avec une communauté, celle d'Antiti. Movie with everybody that I really and truly like and care about. I want to thank you for helping to make it really comfortable and a wonderful time. Alias Tina Turner, qui dirige la ville de Bartertown. Et après avoir épargné lors d'une scène de combat le méchant associé à 2 personnages, un petit nain dans le cerveau et un gros molosse, et quand il se rend compte de ça, qu'en fait le gros molosse
c'est quelqu'un d'un peu simplet. Il décide de l'épargner et lui, Mad Max, comme il n'a pas été jusqu'au bout, il sera banni et envoyé, abandonné dans le désert sans rien. Why don't you try to do a record sometimes? A record? A record? Yeah, why not? I wouldn't like to stick my name on it. Mais il va être sauvé in extremis par un groupe d'enfants qui vont être persuadés que c'est le capitaine, un soi-disant capitaine Walker, qui est venu les sauver, une sorte de Jésus-Christ en cuir noir. Et par les forces des choses, ben, il va quand même les aider. Et donc, l'analyse qu'on peut avoir de Mad Max 3, c'est que ça prend un peu des allures de fable grâce à la présence des enfants. On se retrouvera rapidement privé de ce qui lui permet de survivre, c'est-à-dire son moyen de transport. La voiture, on la voit beaucoup moins que dans les 2 premiers épisodes. En fait, l'apparence de Mad Max fait plus penser à une sorte de Laurence d'Arabie, quoi. We'll be back, friends. We'll be back. Et donc, mis à part ce contexte post-apocalyptique de Miller, il ne dressera jamais vraiment de pont narratif entre les différents opus parce qu'il va faire jouer, par exemple, Bruce Spencer dans le 2 et dans le 3, mais il va incarner vraiment 2 rôles totalement différents. C'est ce côté Evil Dead, quoi. C'est pas des suites, mais c'est à chaque fois un autre film. Et il fera encore une fois la même chose avec Hugh Keays-Byrne qui jouait Toy Cooter dans le premier et qui jouera Immortal Joe dans Fury Road. Et donc le Dôme du Tonnerre forme une sorte de chapitre différent par rapport aux 2. Bah, déjà, il y a la rencontre avec les enfants qui est essentielle et ça donne une résonance émotionnelle beaucoup plus forte. C'est un film très, 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 très beau aussi d'un point de vue visuel. Voilà. Les points négatifs, c'est que bon, bah, voilà, ça se mélange un peu. On a l'impression d'avoir 3 films en un et voilà, on veut faire plus dans le spectaculaire et ça, peut-être que ça a un des points un peu... c'est peut-être pour ça que pour beaucoup, c'est le moins bien aimé des 3 premiers, quoi. Et là, de nouveau, c'est lors de ce tournage que Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre vont venir sur le tournage pour tourner un making-of du film. Tell us about the entity, Tina. She's a goddess, she's a bad woman, I think. Tell us about your role. I have lived her life. I didn't build a town, but I basically built a life for myself after my divorce. Après, il m'a invité sur le 3e, avec Tina Turner, qui était insupportable parce qu'elle voulait marcher avec des talons aiguilles dans le sable. Et il fallait lui mettre des planches sous le sable pour pas que les talons aiguilles rentrent dans le sable. Et ce mec hyper cool qui était Mel Gibson, mais hyper cool, qui passait son temps à jouer aux cartes avec les machinaux. Quand on lui disait de faire un plan, il arrivait, il faisait son plan, il rampait, on lui remettait un peu de sang, puis il retournait jouer aux cartes. Alors ça, c'est la première aventure où je me suis dit, tiens, après coup, c'est le cinéma étranger qui s'intéresse à nous. Et George Miller, il a toujours dit, oui, je suis un enfant de métal hurlant. Pour la sortie du film, donc Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre signera vraiment le meilleur score de la série aux USA, donc ça ne veut rien dire, même s'il est un peu moins aimé, c'est quand même celui-là qui a le mieux marché. Il fera évidemment pas aussi bien que Retour vers le futur, Rocky IV et Rambo 2, mais le film marchera pourtant moins bien en Australie par contre. Là, il marchera moins bien que les 2 autres. Et donc après le film, George Miller pense à adapter son héros dans une série, mais l'acteur qui fut choisi, c'est-à-dire un certain John Blake, aura un accident de voiture, et donc voilà, à cause de cela, la série ne se fera jamais. Et plus rien avant 1997, avant les débuts de la pré-production de Fury Road, dont le tournage commencera beaucoup plus tard. On n'a peut-être pas assez évoqué les influences métal hurlant, bien qu'on n'a pas arrêté avec le Dionnet, mais il faut expliquer quand même que toute cette mouvance, c'était comme une nouvelle vague du cinéma français, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la nouvelle vague avec les Godard, les Truffaut, il y a une nouvelle vague aussi dans la BD, avec les Druillet, avec les
avec les Mobius, les Corben, et tout ça, ça a tellement rayonné que dans plein de films, on retrouve des aspirations. Et ici, par exemple, dans le film qui nous concerne, Fury Road, il y a une inspiration qui est très, très métal hurlant. C'est le mec qui joue avec sa guitare sur le machin, avec le pfff qui explose. Et c'est une pochette de métal hurlant. On voit un mec qui est en train de se prendre une nana à quatre pattes, en train de jouer de la guitare comme ça, exactement avec des tenues très flashy. Donc voilà, on est toujours vraiment encore plus peut-être dans la démesure du cartoon, quoi, de la BD, du comics. Donc voilà, Fury Road, c'est une longue gestation qui aboutit à un film qui a mis tout le monde d'accord, on peut le dire. Tout le monde a été absolument... c'était surtout à une époque où on était saturé par les Marvel, et tout d'un coup on avait un film qui était vraiment péchu. Je vais être honnête avec vous. À l'époque de Fury Road, quand il est sorti, je l'ai vu au cinéma. Et je m'attendais... Tu mens, il ment. Je m'attendais à tort de revoir une sorte de Mad Max, la suite. Et donc j'étais focalisé sur ça. J'avais pas compris ce que Miller avait en tête, tout ça. Et donc du coup, j'ai vraiment été très, très, très déçu à l'époque. Et donc pour vous, je me suis retapé tous les Mad Max et donc j'ai regardé de nouveau Fury Road. J'ai beaucoup lu sur George Miller et tout ça, donc je comprends mieux le personnage, donc je vois vraiment où il veut en venir. Donc je ne peux pas ne pas aimer Fury Road en fait. Donc finalement... Mais moi j'ai juste le truc qui m'a emmerdé, mais personne n'est d'accord avec moi, mais bon tant pis. Moi, il faut bien voir que Tom Hardy, le Mad Max nouveau, il passe pratiquement les 3 premiers quarts du film attaché sur un camion, à rien faire du tout. C'est ça qui m'a dérangé. Et moi, c'est ça que j'adore. Sauf que moi, j'aurais voulu que pendant au moins 1h30, il reste attaché. Parce que imagine le mec, moi c'était mon rêve, de voir le mec attaché comme ça, en train de se prendre tout dans la gueule et en train de faire putain de merde, quoi, tu vois, pendant 1h30. Et à la fin, au moment où on le détache, là, il castagne tout le monde. Ouais, là, il supprime déjà beaucoup une partie de son personnage fétiche, donc il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Mais si, parce qu'après, à la fin, tu vois, tu l'aurais eu super énervé, quoi. Tu l'aurais détaché, il aurait eu castagné tout le monde, quoi. Bon, il faut quand même savoir... Mais ça, c'est moi. Bon, il faut quand même savoir aussi que Fury Road, c'est une longue route, parce que ça a pris beaucoup de chemin. Et dans le film aussi, c'est une longue route. C'est une très longue route. Donc il faudra quand même plus de 30 ans à George Miller pour qu'il renoue vraiment avec son personnage. Ça va demander 20 ans de préparation. Et il n'avait plus fait de film en vrai. Il avait fait Babe, il avait fait des films non, d'animation. En fait, fait que ça, après Tonnerre du Dôme, oui, après ça, il va retourner à Hollywood en fait. Et là, ça va malheureusement pas se passer comme prévu. Il va tourner Les Sorcières des Flics. Après, il va tourner Lorenzo. Oui, mais après les films physiques, il a fait Happy Après, Few, il a fait Babe, il a fait, tu vois, oui, des trucs pour enfants. Il a fait des trucs formidables pour enfants. d'ailleurs. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. Et donc Miller va s'associer d'abord avec Universal pour le projet de Mad Max. Comment dire, en 1995, donc après le succès de Babe, qui sera un énorme succès, même s'il n'est pas réalisateur, c'est la Warner qui va revenir dans le jeu, parce qu'ils sont vraiment intéressés à un retour du personnage de Max, mais pour une série. Heureusement, ça va tomber à l'eau. Et par après, Miller va même rentrer en procès avec la Warner parce qu'il devait réaliser le film Contact et ils l'ont viré. Donc c'est Zemeckis qui a fait. C'est Zemeckis qui le fera. Magnifique film. Très bon film. Ouais. Mais le virage le plus important pour Fury Road s'appelle Brendan McCarthy. Donc c'est un auteur et aussi un illustrateur de bande dessinée révélé grâce aux comics Freakware, inspiré de l'univers guerrier de la route. Et c'est lui qui prendra contact avec George Miller et qui va lui soumettre l'idée pour un 4e épisode avec seulement 3 pages de dessin. Et donc Max doit, dans ses dessins, Max doit traverser le désert post-apocalyptique pour délivrer de la pure semence masculine pour utiliser sur une adolescente afin de renouveler l'espèce humaine. Ça, c'est intéressant. Donc c'est déjà un point de départ parce que ça va évoluer évidemment, mais évidemment ça aurait été très marrant, très choquant, mais aussi. Voilà, c'était un peu trash peut-être, et donc le tout raconté autour d'une course-poursuite,
Et en dehors de Max, il mentionne aussi déjà une certaine Warrior Woman. Elle s'appelle pas encore Furiosa, quoi. Donc tu vois, il y a quand même déjà beaucoup d'éléments qui vont rester, quoi. Ouais. Et donc Miller va devoir délaisser Max de nouveau pour revenir à son cochon. Là, c'est lui qui va vouloir le réaliser. Il va se planter. Et là, évidemment, les studios à Hollywood, ça va vite, quoi. Une fois que tu as fait quelque chose qui marche pas, les gens ils se retournent. Mais bon, début 2001, Mel Gibson accepte quand même de rencontrer George Miller pour reparler du projet. Ils n'avaient plus travaillé ensemble depuis donc 1985 et le Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre. Et entre-temps, Mel Gibson, c'est devenu une grande star, quoi. L'Arme fatale et tout ça. Et donc, est-ce que leur entente va toujours être la même? Est-ce que Mel Gibson va... surtout qu'entre-temps, il a eu des problèmes d'alcool, voilà. Hey, you want to see crazy? I'll tell you. Donc, Miller va quand même penser à un plan B à l'avance, au cas où ça n'irait pas avec... et donc, à ce moment-là, il pensera à Heath Ledger, qui est décédé. Heath Ledger, ouais, le Joker, j'aurais dû dire Joker. Il pensera aussi à Robert Downey Jr., il pensera à Brad Pitt, et pensera même à Angela Jolie pour jouer la Warrior Woman. Mais entre-temps, parce qu'à Hollywood, il y a des allées et des venues, c'est de nouveau la Fox qui revient en jeu, et pour une sortie qu'ils avaient envisagée vers 2024. Donc, et donc les repérages vont commencer, mais soudainement, de nouveau, la Fox va se retirer, soi-disant à cause de la guerre en Irak. Voilà, c'est pas vraiment une raison très convaincante, mais c'était la raison invoquée. Et donc Miller va se consoler en tournant Happy Feet à ce moment-là, voilà, c'est ça, oui, qui sera vraiment aussi un succès. Et ça va le relancer. Et là, de nouveau, la Warner va le recontacter, mais pas pour Mad Max. Ils avaient pensé à lui pour faire Justice League. Ah ouais, putain. Donc, mais plusieurs événements de nouveau. Mais tout ça, ça prend des mois, hein, parce que ça se passe pas comme ça. Et puis bon, après, de nouveau, c'est lui qui va être évincé. Et Miller va de nouveau se repencher sur son Fury Road. Et une deuxième personne importante va arriver. Ça, c'est un certain Nick Latouris, qui aura une influence majeure sur la thématique, le récit et les motivations des personnages. C'est en partie de là qu'est venue l'idée de faire un film sur une nouvelle trilogie. Donc là, maintenant, on parle de Fury Road. Dans quelques semaines va sortir Furiosa. Et en espérant que Furiosa fonctionne, il y aura un troisième. Entre-temps, la réputation de Mel Gibson, elle a changé, il a eu des problèmes. Et plusieurs candidats, de nouveau, sont nommés pour la succession de Mel Gibson. Et c'est là que Tom Hardy va attirer l'attention de George Miller. Bon choix. Et donc, finalement, Fury Road sera lancé par la Warner. Miller a quand même son casting. Il choisit aussi Charlize Theron, dont le personnage va de plus en plus évoluer et prendre plus de place que même Max. Et donc Furiosa, c'est une guerrière qui, contrairement à Max, poursuit un objectif. Tandis que Max, il n'a pas vraiment d'objectif. C'est un solitaire qui subit ses aventures. En fait, voilà. C'est un héros étonnant, parce qu'on peut comparer ça à un type de héros comme il y avait en Jack Burton. Je dis pas qu'il est aussi ridicule, mais il n'agit pas, il n'a pas de prise sur les événements, il est un peu en décalage. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Et en plus, moi, je trouve qu'elle est surprenante, Charlize Theron, dans son rôle de guerrière. Et alors, point de vue casting féminin, là, c'est la petite minute Elvis. J'arrive toujours, enfin pas toujours, mais j'essaie toujours d'inclure Elvis quelque part. Il y a Riley Cook qui joue dedans, qui est la petite fille d'Elvis, qui a joué, qui joue en pas mal de films, qui a joué dans Runaways aussi avec Kristen Stewart. Ouais. Et alors aussi, on peut aussi imaginer dans le film donc les War Boys, qui sont les hommes de Immortal Joe. On peut aussi faire une métaphore, c'est un peu l'époque des kamikazes terroristes qui sont prêts à mourir pour leur Dieu, tu vois, ça c'est... Oui, ils veulent mourir dans l'espoir aussi de regagner un paradis, le Valhalla. Ouais. Un autre qui m'a impressionné dans ce film, parce qu'en 2015, je ne le connaissais pas, mais entre-temps, j'ai vu beaucoup d'autres films de lui, dont notamment récemment avec Nicolas Cage, Renfield, c'est l'acteur Nicholas Hoult. Stop doing
Et donc là, contrairement aux 3 où là les voitures avaient moins d'importance, les véhicules mécaniques, là ils constituent vraiment, c'est eux les stars vraiment du film, surtout le Giga Horse que pilote Emerson Joe, cap-pneu de tracteur et qui donne une impression vraiment de gigantisme incroyable quoi. Et donc il y a aussi le camion avec le guitariste hein, qui s'éclate, ça c'est dingue. Ça tu vois, à la première vision en 2015, j'avais trouvé ça too much quoi. Mais maintenant pas quoi. Maintenant je trouve ça vraiment. Moi ça c'est des points que j'aimais bien, mais je veux dire le côté, encore une fois, le côté bagnole, le côté longue course, tu vois, c'est les fous du volant quoi. Tu vois, c'est les fous du volant en film avec des cascades magnifiques. Et alors en plus, moi ce qui m'avait emmerdé, c'est qu'à la fin du film, ils disent bon sang, mais c'est bien sûr, on va faire le chemin Anvers. Ah, je dis non, ils vont pas me faire ça, quoi, c'est pas possible, quoi. Moi, si tu me mets des bagnoles, tu me fais un chemin qui n'évolue pas, moi, j'en peux plus, moi. Mais donc, pour moi, la force de Miller dans ce film, c'est d'avoir pu partir sur un autre contexte, tout en gardant la base de la franchise, comme le désert. C'est très malin. Ça, et au début du film, avec ce magnifique plan de dune, il y a beaucoup de violence et évidemment les engins mécaniques, quoi. Et alors, de nouveau, la petite musique Elvis. Faut savoir que pour la musique de Fury Road, c'est un certain Junkie HL qui a fait la musique A Little Less Conversation. C'est pas lui qui a composé l'original, c'est lui qui a remixé. Il a remixé une chanson d'Elvis qui était passée inaperçue à l'époque et qui a réussi à être numéro 1 dans de nombreux pays. C'est peut-être le seul intérêt du film avec Elvis d'ailleurs, où il y a cette chanson. Je comprends pas. Bah, la chanson est le seul intérêt du film où il y a Elvis là. Mais elle passe pas dans le film. Hein. Si, il la chante. Il la chante comme ça au bord d'une piscine. Little less conversation, little more action. Ah bon, tu vois qu'il fait bien. On n'a pas besoin de droit d'auteur pour ça. Hein. Non, je crois pas. Ok, ça va. Mais non, moi je pensais que tu parodiais quelqu'un qui chantait cette chanson dans le film de Mad Max. Je te dis que le film dans lequel est cette chanson, le film d'Elvis, n'est pas terrible, mais la chanson est extraordinaire. Non, le film est génial et la chanson est incroyable. C'est toi qui n'y connais rien. Et donc, à la sortie du film, même s'il n'atteint pas les sommets des productions Marvel ou les sagas Star Wars, il va quand même récolter 10 nominations et 6 récompenses. Et le magazine British Empire le désignera comme le plus grand film d'action du XXIe siècle. En tout cas, ouais, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'action et d'être à fond dans ses cascades. Les cascades sont vraies. Alors on dit qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, si, il y en a, mais en tout cas dans le... Pas tant que ça. Dans les courses-poursuites, il n'y en a pas, je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est assez réaliste. C'est pas... par moment, Tandis que dans Furiosa, on peut se dire, tiens... Est-ce que là, il n'y a pas plus d'effets spéciaux? Bien sûr, mais pas tant que... Dans Furiosa, je ne sais pas. En tout cas, ça laisse présager que la bande-annonce laisse présager que ce soit un peu moins fort. C'est ce que disent certaines personnes, qu'on ne nommera pas ici, mais que je connais très bien. Ben voilà, Steph, moi je propose à nos amis de se revoir dans quelques semaines pour parler justement de Furiosa. J'espère qu'on a rien... On verra peut-être en décalé, en duplex, hein, comme on l'a fait la dernière fois, mais... Oui. En tout cas, on en parlera, quoi. J'aime bien l'actrice, tout va bien, quoi. Il y a quelques... Même l'acteur, hein. Qui fut aussi c'est l'acteur de Thor. Ouais. Ça, lui, pour moi, il fait une erreur de casting. Mais il fait aussi un temps envisagé pour. En plus, ils lui ont mis un faux nez, tu vois, histoire de dire c'est pas le même mec que Thor, mais il ressemble quand même vachement à Thor. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir pris. Dans la bande d'annonce, ça m'a paru pas dégueulasse, quoi. C'est pas que j'aime pas l'acteur, mais c'est que, tu vois, ça me fait je me dis, allez, les gens vont voir Thor directement, quoi, c'est dommage. Eh ben, on va terminer cette saga Mad Max en vous laissant avec le lien de l'interview complète de Jean-Pierre Dionnet que vous pourrez voir ici, là, je ne sais plus jamais de quel côté ça passe. Vous allez regarder, il va vous parler évidemment de Mad Max, de plein de choses, de Métal Hurlant, de plein d'autres trucs qui sont qui concernent plus la BD. Il explique même que l'influence, parfois, c'est évidemment, il y a des influences qui sont exactes, comme on l'a dit pour Mad Max, Alien ou des trucs comme ça, mais parfois il se dit, l'influence, bon, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qu'on prend. Donc vous allez voir une interview formidable. Il revient, il est très sympathique, on a vraiment bien papoté malgré le temps. Il nous a donné 30 minutes d'interview complète, c'était très cool, merci à lui. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à mon avis ce sera Kevin Costner, bien qu'il y aura peut-être avant, si je ne m'abuse. On leur laisse la surprise. Ouais. Bonne fin de séance à tous.
Ciao. Wow, wow.